Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement. YouTube Music ou Mavox. Il y a Adil qui nous dit wa alaykoum salam, quel argument peux-tu nous donner pour réfuter la théorie du genre? Je dirais c'est plutôt l'inverse. Quels sont les arguments qui l'étayent et qui l'attestent? C'est-à-dire que la théorie du genre, en fait, c'est grosso modo le fait de dire que on ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on le devient. Ben en fait, non. La génétique, elle te dit ta gueule, en fait. T'as des chromosomes qui te disent Y, X, Y, khlas, c'est binaire, en fait. Voilà. T'as un comportement qui fait que, voilà. Généralement, t'as un comportement masculin. D'ailleurs, lors d'un live, j'ai parlé d'une étude faite par des chercheurs du CNRS, notamment un chercheur du CNRS, qui avait comparé l'utilisation du cerveau de l'homme et du cerveau de la femme. Et en fait, c'était pour répondre à une question toute simple, c'était est-ce que l'homme et la femme sont tous les deux intelligents? Enfin, parce que oui, ils sont tous les deux intelligents. Mais est-ce que l'homme et la femme sont tous les deux intelligents de la même manière? C'est-à-dire au même niveau? Et le résultat était assez étonnant, c'est que oui, c'est indéniable, l'homme et la femme sont, alhamdoulilah, Allah il a bien fait les choses, en intelligence, ils sont égaux. Sauf que la femme va utiliser son cerveau, et c'est une question d'hémisphère en fait, hémisphère droit, hémisphère gauche, la femme va utiliser son cerveau d'une autre manière que celle de l'homme. Et ce qui, après, dans la réalité, dans le monde, se traduit par un comportement masculin très prononcé, un comportement féminin très prononcé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'homme et la femme s'attirent mutuellement. Si la femme était l'égale de l'homme au niveau même de son comportement, vous imaginez bien que ça dégoûterait tout le monde. Les deux sexes d'ailleurs. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est qu'il soit différent. C'est ça le truc. Donc le fait d'être... de revenir à ce que je veux dire, en fait, d'être non-binaire, ça veut rien dire. Voilà. C'est pas parce que tu te travestis, que tu pratiques une vaginoplastie, que tu te mets des implants mammaires et que tu te fais appeler Mélissa, que toi, Didier, tu seras une femme, quoi. Tu pourrais essayer de t'en convaincre si tu veux, ça, y a pas de problème. Ça, moi, demain, faites le test, hein. À partir de demain, on est tous des moutons. Voilà. On est tous des pommes de terre. Voilà. Demain, vous pourrez tous les jours vous dire, à partir d'aujourd'hui, je suis une pomme de terre. Vous auto-convaincre de ça, c'est possible. Moi, je connais pas l'étendue de votre esprit, de votre psyché, des maladies mentales qu'il y a dans vos familles, je sais pas, mais vous pouvez peut-être au final être persuadé d'être une pomme de terre. Mais en aucun cas, la réalité biologique vous dira oui, t'as raison, t'es une pomme de terre. Oui. D'un point de vue atomique, d'un point de vue de ton ADN, t'es une pomme de terre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que les tenants de l'idéologie LGBT, du gender, etc., la seule arme qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est la victimisation homophobe et le fait de jouer sur les questions de misogynie, de sécurité. En fait, c'est que du sentimentalisme. En fait, il n'y a pas de réelle d'études qui prouvent que, en fait, non, tu deviens une femme ou tu deviens un homme. Ou Non. C'est comme d'ailleurs dans la nature. Je veux dire, à part de rares espèces qui ont cette capacité qui leur est propre depuis des millions d'années, d'avoir deux sexes. C'est-à-dire que il y a des animaux comme les escargots. Les escargots, en fait, ils peuvent changer de sexe en fonction de la température ou en fonction, il me semble, du nombre de mâles ou de femelles. Non, je crois que c'est plutôt pour les poissons là, avec la température. Les escargots, il me semble que c'est une question de mâle et de femelle. En gros, si un escargot mâle il trouve pas de femelle aux alentours, il peut entre guillemets changer de sexe pour devenir une femelle ou un mâle. Je sais plus quel exemple j'ai pris là, mais vous comprenez l'exemple. Bon, ça c'est déjà ancré dans l'ADN de l'animal, quoi. Allah il a fait en sorte que pour certaines créatures sur Terre, elles aient cette capacité à s'adapter en fonction du nombre de leurs congénères, en fait. Et donc, de pouvoir se reproduire assez facilement. Mais c'est pas le cas des êtres humains, en fait. C'est pas le cas des êtres humains. Soit t'es un homme, soit t'es une femme. Et pour de rares cas, et là, pour le coup, ce sont des anomalies génétiques, pour les gens qui ont deux sexes, ce qui est terrible, mais je crois que c'est 1 cas sur 1 million, je crois. C'est rare ici, mais là, pour le coup, c'est une vraie anomalie génétique. Si on parle d'anomalie, de chose qui est anormale.
C'est pas la norme, c'est pas normalement chez nous. Mais voilà, c'est juste l'idée de dire que que tu ne nais pas femme, tu ne nais pas homme, ça bafoue toutes les lois de la logique, toutes les lois de la biologie, toutes les lois, aujourd'hui en plus, avec l'étude du cerveau humain, toutes les lois du fonctionnement du cerveau, hein. Donc toutes les neurosciences disent le contraire, en fait, tu deviens pas une femme, tu deviens pas un homme, ou dans ce cas-là, tout le monde pourrait devenir une pomme de terre, ou moi demain je pourrais devenir Zorro, ou ta mère pourrait devenir un ordinateur portable, c'est possible aussi, hein. Ça bafoue toutes les lois des êtres humains normaux, quoi. Et donc c'est que du sentimentalisme. Que du sentimentalisme. Voilà. Moi j'aimerais qu'il me donne un autre exemple. Moi j'aimerais que quelqu'un... Excuse-moi, Haroun. Moi j'aimerais que quelqu'un, et pour le coup la personne qui a posé la question tout à l'heure, j'aimerais plutôt que ce soit ces personnes-là qui défendent la théorie du genre, qui viennent nous apporter de vrais arguments scientifiques là-dessus. Là juste scientifiques, hein. Nous on est des religieux. En religion, je veux dire, vous pouvez même pas mettre un pas dedans, tellement vous avez pas de chance, ça marchera jamais. Mais au moins d'un point de vue scientifique, moi j'ai jamais entendu de véritables études là-dessus. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs pour conclure ça. Je laisserai la parole à Haroun. Il y a quelques années, il y avait une espèce de théorie sur Internet qui circulait et qui disait on a trouvé une explication scientifique à l'homosexualité, voire même une cause génétique à l'homosexualité. Et là on se dit génial, oh là là, on a enfin trouvé le chromosome des homosexuels, des DEP, c'est bon, on va clôturer un sujet, machin. Bon, on y allait avec beaucoup de sarcasme, et moi aussi d'ailleurs. Et puis quand on lisait en fait ces études sur Internet, ça n'était que théorique du début à la fin. Par exemple, tu avais des gens qui s'étaient intéressés au comportement du cerveau et de l'ADN, et ils élaboraient plein de théories sur le fait que in utero, le fœtus, il subissait un changement à un stade précis qui faisait que s'il était favorisé par tel machin, et bien, il pouvait développer après une espèce de féminité. C'était que de la théorie dégueulasse. Et même ceux qui étaient les auteurs de cette théorie admettez qu'il n'y avait pas en fait de gène homosexuel, qu'il n'y avait pas génétiquement quelque chose qui prédéterminait le fait que tu sois homosexuel, pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, ça n'existait pas. Génétiquement, ça n'existe. Au niveau de l'ADN, ça n'existe pas. C'est un comportement en fait, le fait d'être homosexuel. Donc même à l'époque, il y a quelques années, il y a des gens qui prétendaient que la cause en gros, que l'homosexuel, il ne choisissait pas de naître homosexuel, il l'était comme ça, hein. C'était dans sa nature. Eh ben, il s'avère que même le peu de théories qu'il y avait là-dessus, même quand ils citaient des neurologues pour le cerveau, des généticiens pour l'ADN et tout, même eux, ils commençaient par dire, bon écoutez, il n'y a pas de gène homosexuel, il faut arrêter de délirer, il n'y a pas de... Mais il y a peut-être des hypothèses qui font que... Et en fait, c'est sur ces hypothèses qui font que, donc un flou et hypothétique sur quelques petits sujets, que reprennent les tenants de l'idéologie LGBT et du genre, et vont essayer d'utiliser ces théories à deux balles comme argument, comme vérité presque scientifique. Ce qui est faux. Voilà. Tu nais avec un pénis, t'es un homme. Tu nais avec un vagin, t'es une femme. Tu veux plus le devenir, tu fais comme tu veux. Mais ne t'évertue pas à essayer de m'expliquer, et surtout expliquer ça à mes enfants, parce que, alhamdoulilah, moi je fais partie d'une génération, on n'a pas eu ce genre de conneries à l'école, hein. Nous, on a connu le fait d'être binaire, et ça nous allait très bien. Mais aujourd'hui, on essaie d'apprendre dans les facultés, dans les collèges, que, en fait, si être non-binaire, ça existe, et ça ravage le cerveau des gamins, en fait. Ils deviennent complètement ouf. Les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Merci des renseignements. C'est bon, t'as compris. Même à l'école maternelle, tu comprends le fait d'être binaire. Il y a toi, et puis il y a l'autre. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que un couple peut se former. Ouais. La non-binarité chez les lions, chez les loups, chez les tortues, ça veut rien dire en fait. Parce que les femelles, elles savent qu'elles sont femelles instinctivement. Le mâle, il sait que c'est un mâle instinctivement. Ils ont un rôle d'ailleurs. Plus d'ailleurs on s'aperçoit que les animaux sont intelligents, plus ils ont une organisation assez complexe. Mais voilà, c'est comme ça en fait. La nature, elle est faite de cette manière. Si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dieu, bah c'est Allah azza wa jal qui a fait cette belle nature, qui nous va très bien telle qu'elle est, hein. On la touche pas. Et puis si vous êtes un athée,
c'est la nature. Voilà, vous expliquez ça par la nature. Et si, selon moi, vous êtes un dégénéré, vous allez essayer de trouver des voies un peu farfelues pour essayer d'expliquer que non, on ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on n'est pas... Et ça, bonne chance, quoi. Bonne chance. Ça fait 15 ans que vous essayez de faire entrer ça dans la tête des gens. C'est une mode comme ça sur Twitter, sur TikTok, de petits merdeux et merdeuses pro-LGBT par mode. Mais dans les faits, une femme, elle cherche elle cherche le mâle opposé pour être enfantée. Ou malheureusement, avec la GPA et Hachem, toute cette merde, aujourd'hui, on va commercialiser le corps des femmes et le sperme des hommes pour que des femmes puissent acheter du sperme, se faire inséminer, parce que en fait, elles sont surtout pas voilà, elles veulent pas être considérées comme des femmes, mais elles veulent quand même être inséminées avec leurs ovules pour avoir des enfants issus d'un homme qui ça fait mal à la tête en fait. Haroun, tu voulais dire un truc? Oh. J'avais juste une question. Qui Non, salam alaikum, wa alaikum salam. J'ai vu que j'avais écouté rapidement là. J'ai vu que tu m'avais passé le salam. Désolé, j'étais pas devant. Désolé. Je disais, faut faire attention aux mots et aux termes qu'on emploie et le fait de répéter les choses. Mais tu l'as bien rappelé, t'as bien insisté. C'est les termes, ne pas reprendre la propagande de l'ennemi. Et quand ils disent, par exemple, souvent les gens répètent ça, il a changé de sexe. Ça, c'est une construction mentale. Il peut pas changer de sexe. Il s'est travesti, il a mis des vêtements de femme. Si, il peut changer de sexe. Tu peux subir une vaginoplastie, une... Oui, mais j'allais venir ça justement. Soit il se travestit ou autre, mais après, soit il se fait charcuter sur un bloc opératoire. Mais il changera jamais de sexe. Ils peuvent essayer de mimer pour ressembler à un pénis ou à un vagin, mais c'est dans leur rêve. Et c'est juste du charcutage, de la chirurgie, de la charcuterie, quoi, tout simplement. Et donc, quand quelqu'un vous dit il a changé de sexe, faut les reprendre et leur dire non, c'est pas possible de changer de sexe. Et donc voilà, il y a ces termes-là. Et également, quand on dit théorie, c'est aucunement une théorie, c'est des croyances en fait. Quand ils disent théorie du genre, c'est ta croyance que tu te mets dans ta tête. Mais une théorie, normalement, c'est quelque chose d'étudié. Dans leur truc, il n'y a rien d'étudié. C'est des délires qui se transmettent dans des bouquins et qu'ils essaient de mettre dans la tête des gens, quoi. Tout à fait. Et donc voilà. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la génétique, c'est elle qui, au final, met un point définitif à cette histoire. C'est que génétiquement, soit t'es XX, soit t'es XY. Point. C'est-à-dire, génétiquement, là, on n'a pas besoin d'être spécialement religieux pour... La génétique, elle met tout le monde d'accord. À partir du moment où il n'y a pas une troisième voie qui existe, tu fermes bien ta gueule. Mais on te dit que non, tout n'est pas une question de biologie, c'est une question de mentalité. Oui, du sentimentalisme, c'est ce que tu dis, c'est de la croyance, et on n'est plus du tout dans le domaine scientifique, dans le domaine de vraies études, dans le domaine du... Et c'est terrible. C'est terrible. Et si je peux me permettre aussi, parce que j'ai une anecdote sur ça, Ça coupait. Il y a vraiment des frères et sœurs qui ont des croyances païennes. Et l'une des croyances, par exemple, une fois, j'accompagnais quelqu'un qui travaillait dans un hôtel et du coup, la personne qui travaillait à l'hôtel, la connaissance que j'avais était partie faire une pause et je l'ai remplacée. Et il y a une cliente qui est arrivée, c'était une arabe. Et donc, du coup, j'ai discuté pour lui faire sa chambre, etc. Et elle m'expliquait qu'elle a un ami qui est musulman, qui est d'origine maghrébine, et qui, lui, s'est marié et a eu des enfants, mais en fait, par dépit, quoi. En gros, c'est un sodomite, quoi. Et en gros, par rapport au dîn et par rapport à la famille, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu une vie normale, on va dire. Et elle pensait, et elle avait à l'esprit, elle avait gardé cette croyance comme quoi, en fait, il l'a pas choisi, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, ils choisissent pas, tu nais comme ça. Je lui dis, mais si vous êtes musulmane, rien que le fait de dire ça, est-ce que vous avez réfléchi à cette phrase en disant on est comme ça, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, va être injuste en te destinant à un état
de péché où tu ne peux pas, enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Faut vraiment remettre des croyances islamiques dans nos esprits, quoi. Et du coup, il y a des gens, des musulmans, qui pensent qu'en gros, ils ne choisissent pas. Alors que, comme tu l'as dit, c'est une construction sociale. C'est des habitudes sociales et c'est des insufflations sataniques. Et c'est à l'homme de ne pas y donner cours en voulant obéir à son Seigneur. C'est comme par exemple des fois, je sais pas, moi, vous pouvez avoir des images comme quoi vous avez envie de tuer cette personne. Bah le shaitan t'insuffle ça, mais c'est pas pour autant que tu vas le suivre. Ou par exemple, tu as envie de t'énerver, ou toutes les pulsions humaines, la jalousie, la haine, la rage, c'est des choses qui vont nous traverser, mais on ne va pas y donner cours parce qu'on craint notre Seigneur, tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais rappeler, quand même. Et ça, c'est pareil pour tout, hein, même, c'est comme certains qui se disent chrétiens, et dans leur tête, ils croient encore à la théorie de l'évolution par rapport aux espèces, etc. Alors qu'ils sont chrétiens, ils disent croire en Dieu, tu vois. Et qu'Allah nous facilite par rapport à toutes ces conceptions. Amin. Amin. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il faut après corriger, oui. Après, tu sais, moi, ça fait longtemps que moi j'ai arrêté de parler, tu sais, aux débiles, de raisonner des débiles, enfin même d'attribuer le titre de musulman à des gens qui ne le sont pas en réalité. Parce qu'il y a des gens, honnêtement, un peu, je les écoute, moins je les considère comme des musulmans. Je suis arrivé à un stade de ma vie où, quand quelqu'un me sort ce genre d'absurdité, là, que t'as cité, je peux pas les considérer comme étant mon frère, ma sœur. Je peux pas. Ou un chrétien, par exemple, ça, malheureusement, on le doit à l'Église catholique, c'est post-Vatican II, parce qu'avant Vatican II, les gens, ils étaient quand même ancrés dans une tradition. Après, ils ont commencé à devenir vraiment des gens très modernes. Et la théorie synthétique de l'évolution, elle s'est même imposée dans certains esprits chrétiens, parce qu'on leur avait appris dans la tradition qu'on descendait tous d'Adam et Ève. Rappelez-vous, on avait parlé d'ailleurs de l'Adam génétique et de l'Ève mitochondriale il y a quelques semaines sur la chaîne, en disant que voilà, génétiquement on a prouvé que tous les êtres humains étaient issus d'une même mère génétique, ce que valide évidemment le livre de la Genèse, le livre du Bereshit et le Coran. Ça c'est un point sur lequel les musulmans, les juifs et les chrétiens sont assez d'accord, mais les modernistes, eux, ils ont tellement honte de présenter Adam et Ève comme étant nos pères et nos mères, notre père et notre mère à tous, qu'ils essayent de s'appuyer sur des théories qui n'ont même pas fait leur preuve jusqu'à aujourd'hui sur l'origine de l'homme. Honnêtement, un chrétien, moi, qui me dit Adam et Ève, en fait, c'était des singes, je peux pas lui dire que t'es chrétien, c'est pas possible. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se réfère à la Bible, et la Bible te dit que non, tous les êtres humains, en fait, ils descendent d'Adam et Ève. Alors tu peux penser dans ta tête que c'est une image, c'est une métaphorie, une métaphore, que c'est une allégorie, que ce que je m'en fous. Mais à partir du moment où tu commences à nier ce point-là, juste parce qu'en fait, il y a des athées qui se moquent de toi, qui te disent « Oh, toi le religieux, tu crois encore à Adam et Ève, nous on est déjà sur la théorie de l'évolution, tu sais, si t'as honte de ça et que tu délaisses cette idée primordiale et belle en plus, qui est Adam et Ève, père de toute l'humanité, père et mère de toute l'humanité, tu pourras faire ce que tu veux, je te considère pas comme un chrétien en fait. C'est pareil pour un musulman d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup de mal en fait avec ces gens-là. Moi je peux comprendre que par sécurité, faut pas les cafards comme ça, surtout les nôtres, faut pas les cafards parce que on prend des pincettes, mais je veux dire, il y a une génération là de maghrébins, de renois, de tout ce que vous voulez, qui disent n'importe quoi sur l'islam et qui ne sont plus musulmans. En fait, ils sont sortis de l'islam depuis très longtemps. Et honnêtement, quand on les côtoie un petit peu, on sait qu'ils sont pas musulmans. Ils font pas salat, ils connaissent rien du Coran, ils connaissent rien de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et à part dire que l'islam c'est la paix et les bisous, c'est des gens qui sont... j'arrive pas, moi, à leur donner le statut de musulman. Je sais pas. Je sais pas pour vous, moi, j'arrive pas à les prendre au sérieux. Au minimum, j'arrive pas à les prendre au sérieux. Wa alaykoum salam, Mustafa. Alaykoum salam. Hermaphrodite, avec les deux sexes. Organes reducteurs. Ils sont féconds. Aucune idée, Mustafa B. Vu que ce sont des anomalies génétiques, il me semble que les hermaphrodites, c'est des cas à part. Hein. Chaque cas d'hermaphrodite est particulier, c'est pas tous les mêmes. T'as des gens, par exemple, qui avaient un physique très féminin, même des organes féminins, et ils se sont rendus compte très très tard que génétiquement, en fait, c'était des hommes. Donc il y a probablement des cas d'hermaphrodites qui peuvent enfanter, je sais pas. Mais de toute façon, c'est une anomalie, et une anomalie, en fait, on peut dire presque qu'on s'en fout.
Parce que c'est pas la norme. Les hermaphrodites sont tellement rarissimes. Moi, par exemple, j'ai 30 piges, j'ai jamais rencontré d'hermaphrodite de ma vie. Pourtant, j'en ai côtoyé du monde, hein. Mais j'ai jamais rencontré d'hermaphrodite de ma vie. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez déjà rencontré d'hermaphrodite? La question se pose même pas, en fait. C'est tellement ultra minoritaire que c'est même très peu intéressant de l'évoquer, tu vois. Et en plus, ça n'explique rien. Tu vois, ça n'explique rien du tout. C'est une anomalie génétique, point. C'est d'ailleurs une grande souffrance pour eux, d'ailleurs, soit dit en passant. D'ailleurs, c'est peut-être ma message pour les non-binaires, là, les gens qui refusent qui acceptent la théorie du genre, pardon. Les rares cas d'hermaphrodites qui existent ont, pour la plupart des gens qui ont subi cette anomalie, ont été une destruction de leur vie, hein. Ils ont dû prendre des hormones, ils ont dû faire des opérations, ça a été horrible pour eux, ça a été un calvaire. Donc, vous voyez, c'est 2 arguments à leur donner en plus, c'est que les hermaphrodites, c'est une anomalie génétique, donc déjà, c'est un truc qui n'existe pas, et même quand ça existe dans la nature, c'est que c'est un problème d'ordre génétique. Mais en plus de ça, aller demander aux hermaphrodites comment ils vivent leur vie, c'est très difficile, c'est pénible. C'est extrêmement pénible. Umavox. Genre, l'homme physiquement, il domine la femme, comme d'ailleurs dans la nature. Je veux dire, très souvent c'est le mâle qui domine la femelle, et dans de rares cas c'est la femelle qui domine le mâle. Ça arrive aussi. Mais en ce qui concerne les hommes, c'est l'homme physiquement qui domine la femme. Donc déjà, les rapports entre l'homme et la femme, si on admet que l'homme physiquement est éminemment plus puissant, plus balèze qu'une femme, les rapports ils doivent se jouer sur le respect. C'est du bon sens. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de respect d'un côté, celui qui a la force, il se fera respecter de toute manière. C'est basique ce que je dis. C'est même pas une question de croyance, de aqidah, de Coran. C'est juste ce qu'Allah a créé, en fait. Même un athée, ça, il peut le comprendre. Quelqu'un qui est un peu dégourdi, il dit, bon, effectivement, l'homme, il a une densité musculaire supérieure à celle de la femme, il a plus d'endurance que la femme, il est naturellement apte, j'ai envie de dire, au combat, à la violence, ce qui n'est pas le cas de la femme, c'est pas dans sa nature, la violence. Donc voilà, déjà, de ce point de vue-là, si on admet qu'on soit musulman, athée, ou peu importe, que l'homme, il est taillé et il est puissant par sa nature, faut forcément que le rapport de force il se fasse par du respect de la part de la femme. Sinon, ça peut très vite dégénérer. En France, on rappelle à chaque fois que tous les 3 jours, il y a je sais pas combien de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et c'est vrai, hein, c'est triste, c'est navrant, c'est horrible. Le problème, c'est qu'on a élevé une génération de gars et de nanas. On leur a inculqué en fait ils sont égaux. Ce qui est très dangereux. C'est extrêmement dangereux de dire à une fille, toi, t'es l'égal d'un garçon. Parce qu'en fait, elle va y croire. Et le jour où elle va y croire et qu'elle va se prendre pour Wonder Woman, parce que Wonder Woman, c'est un personnage de bande dessinée à la base, hein, mais le jour où elle va se prendre pour Wonder Woman et qu'elle va se manger une patate, elle va le sentir passer. L'inverse, c'est pas ce qui va se passer. L'inverse envers l'homme, ça va être une violence judiciaire, des plaintes, des machins. Physiquement, une femme, voilà. Alors, en règle générale, les femmes sont à la merci des hommes au niveau de leur puissance uniquement physique. Donc déjà, rien que ça, il faut le prendre en ligne de compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs dans le Coran, c'est la raison pour laquelle il va révéler des versets en ce qui concerne la place de la femme et la place de l'homme. Et Allah, à nombre de reprises dans le Coran, il va dire que la femme, surtout l'épouse, se doit d'être obéissante envers son époux. Évidemment, envers un époux qui est pieux, envers un époux qui est bienveillant, pas envers un despote malveillant, etc. Pas du tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux femmes, en fait, vous devez obéissance aux hommes, parce que c'est à eux que j'ai donné le leadership. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais choisi de femme pour être une envoyée ou une messagère envers l'humanité. Pourquoi ? Parce que l'homme, dans sa nature, il a été façonné, c'est dans sa fitra, il a ce pouvoir de rassembler les gens, de les fédérer et de les guider. La guidance, elle vient des hommes. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas enseigner un homme ou qu'une femme ne peut pas être assez pieuse pour guider un homme. On a vu des femmes musulmanes qui ont aiguillé des hommes dans leur foi, hein. Et notamment
Aïcha, radiallahu anha, qui était l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a enseigné, qui était une enseignante, une savante même de l'islam, et qui a enseigné à des compagnons. Donc c'est pas le problème. C'est que dans la nature, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des rôles, et ces rôles-là, ils doivent être respectés. Allah, il dit que l'homme, il a la prédominance sur la femme, pour des raisons encore une fois évidentes. Quand on parle d'héritage, par exemple, en islam, beaucoup de gens s'offusquent qu'un homme hérite entre guillemets plus qu'une femme, ce qui en réalité dans le fiqh est pas tout à fait vrai, mais en fait c'est pour de très bonnes raisons. Quand on s'intéresse un peu à l'histoire, à la sociologie, on sait que c'était les chefs de clan, les hommes qui étaient les chefs de clan, les chefs de leur famille, et donc quand le chef du clan mourait ou le père mourait, c'était le fils aîné à qui on donnait la plupart de l'héritage. Pourquoi ? Parce qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille juste après. Alors que la femme, elle, en plus, lorsqu'elle contracte un mariage, elle reçoit une dot, donc elle reçoit de l'argent. Tout l'argent dont elle dispose par du commerce, etc., c'est son argent à elle, et son mari ne peut pas le toucher. Et puis en plus de ça, voilà, elle touche une part de l'héritage, ce qui est à l'époque était impensable. Donc en fait, la femme, elle est très favorisée sur plein de plans en islam. Mais voilà, l'homme, il a été aussi favorisé, comme Allah le dit dans le Coran, parce qu'il doit remplir un rôle. Il doit remplir un rôle. Vous savez que Shakespeare, William Shakespeare, c'est un dramaturge britannique, tout le monde connaît le nom de Shakespeare. Shakespeare, il a écrit une pièce de théâtre, et il y avait un passage de cette pièce de théâtre qui était mortel. Un jour, il faudrait que je la retrouve, parce que j'ai perdu la référence. Mais dans cette pièce de théâtre, en fait, il fait une critique très sévère des femmes, déjà à son époque. Je crois que Shakespeare, c'était le 15e siècle, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le 15e siècle. Et Shakespeare, il disait un truc du genre... en gros, les femmes de son époque, celles qui critiquaient leur mari, étaient incroyablement ingrates, parce que une femme qui pouvait à l'époque critiquer son mari dans son foyer, devant un feu de cheminée, avec à manger chez elle, c'était un luxe monumental. Parce que tout ça, à l'époque, l'homme, c'est lui qui devait fabriquer sa baraque. Hein. Rappelez-vous l'exemple de Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Il arrive à Walnut Grove, il va couper du bois, il va fabriquer une maison. S'il vous plaît, faites-moi ce plaisir-là. Regardez les tout premiers épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Vous allez voir Charles Ingalls fabriquer une maison, ça paraît de la science-fiction. Le mec, en un jour, il t'a fabriqué une maison, tu vois. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était normal. Un homme, il fabriquait une maison, c'était juste évident. Et aujourd'hui, c'est plus totalement le cas. Aujourd'hui, on peut louer des appartements... l'économie, le monde du travail est fait de telle manière que même les femmes aujourd'hui, elles ont même plus à dépendre de la protection presque d'un homme. Mais à une certaine époque, pendant très longtemps, la survie d'une femme dépendait du bon vouloir des hommes. Je dis bien la survie d'une femme. La survie d'une femme. Aujourd'hui, ça paraît délirant ce que je dis à des féministes qui n'ont connu que des facilités en Occident. Mais allez voir dans d'autres pays qui ne sont pas la France et vous allez voir. Une femme, elle doit sa survie aux hommes. Une femme, elle doit sa survie au père de famille. Et à l'époque, d'ailleurs, quand un père de famille mourait, c'était toujours une partie de la famille qui était dévastée. Parce que c'était le protecteur de la famille, c'était celui qui ramenait la subsistance, c'était celui qui organisait la famille. Quand on perdait un père à l'époque, enfin, c'est toujours navrant de perdre son père, c'est évident. Mais à l'époque, ça impactait beaucoup plus les familles. Aujourd'hui, quand un parent meurt, ça va. Ça va. On est triste, mais ça va. On ne dépendait pas spécialement de lui quand il est mort, quoi. À une certaine époque, le père de famille, même s'il avait 70, 90 ans, s'il mourait, ça impactait tout le monde, et surtout les femmes du foyer. Un époux, c'est pareil. Un époux, c'est pareil. Lorsque une famille ne pouvait manger que grâce à son époux, si l'époux mourait, la famille, elle pouvait littéralement mourir. Les soldats, par exemple, lorsqu'un soldat allait à la guerre, je rappelle la différence entre un guerrier et un soldat. Un guerrier, c'est quelqu'un qui va faire la guerre pour des convictions et qui n'attend pas spécialement d'argent. Un soldat, lui, c'est quelqu'un qui attend sa solde. Hein. D'où le nom soldat, c'est quelqu'un qui est payé pour ça. Mais les soldats qui allaient à la guerre pendant très longtemps, souvent, on s'occupait de leurs épouses. Et de toute manière, la solde du soldat revenait automatiquement de manière à la famille. Et si le soldat mourait, plus de solde. Et donc la famille... Et historiquement, d'ailleurs, dans l'Antiquité, il n'était pas rare qu'une famille qui perdait le père se voyait contrainte d'être forcée à la prostitution, à la mendicité,
Parce qu'à l'époque, c'était extrêmement dur. Les femmes dépendaient des hommes. Et les hommes aussi dépendaient des femmes, soit dit en passant. Mais voilà, il y avait des rapports comme ça de force qui se faisaient. Et c'était même d'ailleurs la raison pour laquelle on respectait aussi la figure de l'homme. Aujourd'hui, surtout dans nos sociétés occidentales, les femmes sont indépendantes financièrement, et de manière assez facile aujourd'hui. J'ai envie de dire, tant mieux, tant pis, c'est à vous de voir la chose. Mais aujourd'hui, en Occident, la femme, elle est plutôt indépendante financièrement. Et donc, elle se rend même plus compte de la protection qu'était un homme à une certaine époque. Ça paraît bête, c'est des notions bêtes, mais quand on étudie l'histoire et comment ça s'est passé, l'homme, c'était un protecteur. L'homme, c'était le papa, c'était le frère, c'était le mari, c'était quelqu'un qui te voulait du bien, qui voulait te protéger et qui pensait à l'intérêt de sa famille. Quand il mourait, c'était la catastrophe. Aujourd'hui, alhamdoulilah, surtout pour les femmes occidentales, quand un époux meurt, quand un frère meurt, quand un père meurt, ça va. C'est triste, la tristesse c'est la même, ça n'a pas changé en plusieurs siècles, mais il n'y a plus autant de détresse en se demandant « oulala, qu'est-ce que je vais devenir ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est la violence en fait qu'on connaît aujourd'hui envers les hommes et les femmes. En France, hein, en islam, on sait que l'autorité de l'homme, la prédominance de l'homme, elle doit être respectée pour des raisons assez évidentes. En Occident, on a appris à des jeunes filles à détester les hommes. Et en même temps, d'ailleurs, on a appris à des jeunes hommes à détester les femmes, à être misandres, et de l'autre côté, à être misogynes. Et ça, on le doit, moi, je le pense, en grande partie au féminisme occidental. Je parle juste de l'Occident. Ailleurs, dans le monde, je m'en fous. Moi, je suis un musulman occidental, je parle de la vie que je connais. Vous savez que les chiffres, on les a. Hein. La plupart des appels que reçoit un poste de police en ce qui concerne des violences conjugales, et je terminerai d'ailleurs là-dessus, 9 fois sur 10, c'est des couples bourrés, en fait, sous alcool. 9 fois sur 10. Quand il y a des appels tard la nuit de mecs qui frappent son épouse, c'est souvent parce que lui, il boit de l'alcool, que sa femme aussi, elle était bien à l'ouest, et la police débarque, et ils sont obligés de séparer le couple, machin, etc. Souvent en Occident et en France en particulier, c'est lié au vin, c'est lié à l'alcool, c'est lié au spiritueux. Bon, c'est un constat. En France et en Occident, souvent les problèmes de couple et surtout les violences physiques viennent de l'alcool. Après, je dis pas que dans des couples, pour le coup, qui boivent pas d'alcool, il n'y a pas de violence. Mais en France, les stats, elles parlent. C'est souvent des couples sous alcool et donc souvent des non-musulmans pour la plupart d'entre eux qui finissent au poste, qui se font arrêter pour violence conjugale. Maintenant, dans des foyers maghrébins, je pense que c'est un tout petit peu plus différent. En fait, nous, on a vécu une violence culturelle, idéologique terrible. Nos grands-parents qui vivaient au bled, dans une société patriarcale où l'homme, il avait la place de l'homme, il était respecté pour être un homme, pour être celui qui allait préserver sa famille, la protéger, lui apporter la subsistance, etc. Il est arrivé dans un pays où on lui dit, en fait, non, le patriarcat, c'est has-been. Le patriarcat, en fait, c'est trop archaïque, c'est trop ancien. Aujourd'hui, en Occident, c'est l'égalitarisme qui prime, voire même un début de féminisme autoritaire, anti-homme, presque misandre, etc. En Occident, c'est l'idéologie qu'on a envers les hommes, c'est un peu ça. Hein. On a développé... D'ailleurs, il y a une féministe qui a pris la parole, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus sur quelle radio, qui a dit, en gros, moi, mon féminisme, il s'arrête là où des femmes vont commencer à se servir du féminisme pour déclarer la guerre aux hommes, pour se venger des hommes, pour les castrer. Elle dit, voilà, pour moi, ça, c'est pas du féminisme. Ça, c'est d'une maladie mentale. Et en fait, cette maladie mentale en question, qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans les films américains. Vous savez, dans les films américains, il y a toujours une femme un peu castratrice, une femme dominatrice, une femme qui veut tabasser des hommes, une femme qui... le délire des films Marvel, là, ou de DC Comics. On voit de plus en plus de super-héroïnes qui mettent à l'amende des mecs à chaque fois, ou des femmes fatales en talons aiguilles qui tabassent des hommes, etc. Bon, dans la vie de tous les jours, ces femmes-là, on les voit assez peu. Hein. J'ai jamais vu de Wonder Woman dans la vie réelle. J'ai déjà vu des femmes très courageuses, très fortes, moralement, intellectuellement, mais bon, physiquement, mettre une branle à des hommes, j'en ai jamais vu, honnêtement. Faut être honnête. Et on a élevé comme ça des générations de femmes
à développer une haine, une envie de déclarer l'homme comme étant un rival. C'est d'ailleurs le néo-féminisme ce qu'il prône. Les hommes sont des rivaux, c'est pas des partenaires. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'homme c'est un partenaire, c'est la personne qui va t'aider à assumer les difficultés de la vie, bah, le néo-féminisme va faire de l'homme un rival. Et ça a commencé déjà dans nos foyers pour les Maghrébins. Dans les années 70-80, on distillait déjà dans la tête des femmes maghrébines que l'époux, c'est presque un ennemi, c'est presque un esclavagiste en fait. Que ton frère, c'est un dominateur. Et d'ailleurs, ça a produit ni pute ni soumise. Pourquoi ni pute ni soumise? Ni pute pour des raisons évidentes, on n'est pas des prostituées, mais ni soumise. À qui? À quoi? Et ce message-là est adressé aux femmes de banlieue, aux femmes pauvres issues d'immigration de banlieue. T'es pas une pute, d'accord, mais t'es pas une soumise non à qui? À Allah, à tes frères, à ton père, à ton... on a créé une génération chez nous de femmes, minoritaires cela dit, hein, mais qui font beaucoup de bruit malheureusement. C'est des femmes qui vont défier les hommes, qui vont te dire ah, t'as vu, moi je suis ton égal, voire même moi je suis... Et parfois ça peut susciter de la violence. Ça peut susciter de la violence. On a appris en fait à nos épouses, à nos sœurs, à nos cousines, à nos nièces que, quand je dis on nous a appris, c'est le système occidental, la pensée occidentale, et surtout le néo-féminisme occidental, à former des jeunes filles, des générations de jeunes filles, à se croire être les égales et les rivales des hommes. Ce qui a créé une génération de femmes très comment dire, très maladroites, très mal à l'aise avec les hommes. On en a tous connu d'ailleurs des femmes comme ça. On en a tous connu. Donc, moi je pense que la violence dans un couple, il n'est pas lié à l'islam, ça c'est une évidence, même si en fait en islam, l'autorité de l'homme, il doit s'affirmer. Il y a même parfois des versets du Coran qui ont été interprétés, dont certains savants vont donner des explications, des exégèses. C'est sur le fameux, d'ailleurs même repris par des islamophobes, le fameux verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'une femme qui lui est désobéissante à son époux, frappez-les. Vous voyez, c'est ce verset que beaucoup d'islamophobes utilisent. Moi, il me choque pas. Même si on en donne une explication parfois qui est relativement moins violente, en soi, ça me choque pas, en fait. Ça choque l'Occident féministe, mais moi, ça me choque pas. Une femme qui sème le désordre dans son foyer, je dis pas qu'il faut la frapper, mais on a tous vu des femmes se manger des tartes, je veux dire, largement méritées, hein, quand vraiment ça allait trop loin. Moi, quand je vois des couples, par exemple, en Occident, surtout des Français de souche, qui ont perdu d'ailleurs une bonne partie de leur virilité quand ils se sont déchristianisés, parce que le christianisme aussi rappelait la place de l'homme et la place de la femme, soit dit en passant, mais ça a créé des pestes tellement monstrueuses que moi je voyais des femmes gueuler sur leur mari en public, les insultant de tous les noms. Enfin, je veux dire, nous, rebeux, quand on voyait ça, on se disait c'est quoi ce truc? C'est quoi cette scène de science-fiction? S'il y avait des embrouilles d'ailleurs chez nous, rebeux, ou chez les Africains noirs, ça se réglait en famille. Je veux dire, même quand la femme voulait frapper son mari, parce que ça existe aussi chez nous, hein, des femmes qui mettent des pêches à leur mari, ça se faisait à la maison. Ça se faisait pas en public. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au moins les femmes, dans nos cultures, elles avaient au moins l'intelligence de préserver l'honneur de leur époux en place publique. Une femme qui a été bien élevée selon nous, à l'extérieur du foyer, elle insulte pas son mari. Par contre, dès qu'elle arrive à la maison, il y a Hassana, elle l'insulte pendant 3h30, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas devant les gens, vous voyez? Ça paraît bête, ce genre de petits détails. Mais quand moi, je vois en Occident des femmes insulter leur époux en place publique, je me dis, c'est quoi ce truc, en fait? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce comportement? Et malheureusement, il y a des femmes issues de nos communautés qui reproduisent ce type de comportement. Moi, je blâme pas les femmes ce soir, hein, je dis pas ça. Hein. Mais généralement, la violence qu'il y a dans un couple, ça dépend vraiment de où tu te places. Chez des occidentaux non musulmans, très souvent c'est une histoire d'alcool, c'est une question de coucherie, c'est une question de jalousie, de gaminerie. Dans les foyers maghrébins, c'est vraiment très complexe, parce que c'est ce que je venais d'expliquer. À une certaine époque, ça n'existait pas vraiment, l'autorité de l'homme était respectée, donc il y avait pas spécialement, les hommes n'avaient pas spécialement besoin d'utiliser la violence envers leurs femmes pour se faire respecter. Mais aujourd'hui, on a appris
à certains hommes à dénigrer les femmes à travers le rap, à travers les séries télé, à travers vous voyez, c'est toute cette culture occidentale dégueulasse, misogyne, anti-femme, ou qui dégrade l'image de la femme. Ça existe aussi, il faut l'admettre. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui parlent mal des femmes ou aux femmes parce qu'ils ont été, comment dire, endoctrinés idéologiquement avec une culture dégueulasse, surtout en plus qui vient même pas de l'Occident, enfin qui vient même pas de la France, pardon, mais qui vient plutôt des États-Unis, hein, le rap, les séries américaines vulgaires, etc. Et de l'autre côté, l'Occident a aussi formé des jeunes filles à être de parfaites misandres, à détester les hommes, à avoir de la rancune envers les hommes, à ne absolument pas vouloir dépendre de l'homme, alors que la femme, dans son essence, elle dépend de l'homme, tout comme l'homme, encore une fois, il dépend de la femme. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on ait on est deux singularités qui sont obligées de se mettre en couple pour avoir des enfants, parce que on dépend l'un de l'autre, ne serait-ce que pour avoir des enfants, pour avoir une vie de famille, on va forcément dépendre l'un de l'autre. On a élevé aussi une génération en Occident de jeunes filles à qui on a appris à détester la figure du père, à ne pas la respecter, à détester la figure de l'époux. L'époux, c'est pas celui qui va t'aider dans la vie, ça va être ton rival, et ton frère ou ton cousin, ça va être des relous, en fait. Et ça, d'ailleurs, on peut littéralement le voir dans la culture française moderne, dans des films comme 100% Arabica. Regardez le film 100% Arabica aujourd'hui. Vous allez voir des scènes qui vont vous choquer de fou. Et comment dire, le scénario de 100% Arabica, c'est un scénario qui a été totalement pensé par des Occidentaux pour un public de Maghrébins. Vous allez regarder le film Raï, c'est pareil. Raï, on va vous montrer que l'homme, c'est un con, c'est un misogyne, c'est un dalleux, c'est un mec violent. Bref, c'est la caricature, en fait, une vraie caricature. Puis la femme, c'est toujours la victime, la gentille, et elle doit vous savez, surtout la femme maghrébine, elle doit s'émanciper. Et ça, c'est les exemples qu'on a donnés à nos sœurs, aux mères de nos enfants aujourd'hui. Alors évidemment, je dis pas que nos sœurs, elles ont accepté ce rôle-là, pas du tout. L'immense majorité de nos sœurs, elles veulent se marier, et elles savent où est leur place dans un foyer, dans une famille, mais il y a une toute petite minorité qu'on a appelée, d'ailleurs, on leur a donné un nom, d'ailleurs, communément aujourd'hui. On les appelle les beurettes, entre guillemets. Même s'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là, il a eu une définition, ce terme, et il définit un peu ces jeunes filles. Une beurette, et vraiment, je termine là-dessus parce que je suis resté beaucoup trop longtemps. Une beurette, moi j'ai ma définition de la beurette, c'est une femme d'origine maghrébine qui a totalement accepté le code occidental dans tout ce qui est de plus crasse. Hein, c'est le néo-féminisme castrateur, c'est le matérialisme, l'égocentrisme, vous voyez, on a construit des monstres en Occident en les retournant contre leur foyer, contre leur père, contre leurs frères, etc. Je voudrais un petit peu appuyer ce qu'a dit le frère Mehdi. Il faut comprendre quelque chose, c'est que un homme et une femme, ça n'a pas la même psychologie. Alors déjà, je préviens, ce que je vais dire là, ça n'est absolument pas pour légitimer toute forme de violence injuste envers son épouse ou son époux d'ailleurs. Hein. C'est juste pour un petit peu expliquer le phénomène. Donc comme j'expliquais, un homme et une femme, ça n'a pas la même psychologie, ça n'a pas le même caractère, ça n'a pas la même nature. Un homme va être naturellement va être plus porté sur le faire, sur l'action, et programmé pour être entre guillemets un chef, pour être un meneur, pour diriger. Alors que la femme a une autre psychologie, elle est plus conditionnée au rôle de mère, etc. Et comme l'a très très bien expliqué le frère Mehdi, et je ne pourrais pas l'expliquer mieux que lui, la société d'aujourd'hui a voulu effacer ces rôles-là, a voulu, comme l'explique Zemmour ou Soral, en gros transformer l'homme, faire de l'homme une femme comme une autre. Et c'est vrai que ça a donné toutes ces générations occidentales, ce qu'on peut appeler les hommes soja, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que même si, notamment en Occident, là je parle vraiment pour le cas de l'Occident, même si on a vraiment tenté de déviriliser les hommes et qu'on a dévirilisé une certaine catégorie d'hommes, la nature elle reste quelque part. Et lorsqu'un homme est dévirilisé, il se sent au fond de lui humilié, il se sent frustré, d'accord ? Et à un moment donné, la réaction naturelle face à la frustration, lorsqu'elle est trop forte, lorsqu'elle est trop difficile à gérer et à accepter,
bah, malheureusement, c'est la violence. Lorsqu'on est face à une frustration, qu'on ne sait plus quoi répondre, qu'on se sent humilié, etc., ben, il y a des moments où les gens craquent et passent à la violence. Et je pense, et une fois de plus, sans du tout vouloir légitimer tout, la violence, les violences conjugales, je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer certains cas de violence conjugale. Un homme, un mari, voilà, qui se sent humilié, comme a dit le frère Mehdi, avec des générations de femmes qui ont cette attitude un petit peu castratrice, et ben à un moment donné, l'homme se sentant humilié, se sentant frustré, et n'ayant plus la virilité, on va dire, psychologique de répondre, répond par une réponse primaire qui est la violence. C'est un petit peu à l'image de certaines des animaux domestiques. Vous pouvez prendre un animal domestique, un petit chihuahua ou quoi que ce soit, tout est inoffensif. Tout vétérinaire spécialiste vous diront attention, un chien, même si c'est un tout petit chihuahua, au fond de lui, ça reste, il y a un instinct de loup qui reste. Alors, qui peut être très très enfui, mais voilà, à tout moment, il peut avoir une réaction violente qui est issue de ses origines lointaines. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Oumavox. Vous écoutez Radio Islam Impact. Je pense vraiment, avec tout le respect que j'ai pour tes parents, je pense que vraiment ce qui t'a vraiment éduqué, c'est la télévision et c'est rien d'autre. Toi, on t'a élevé avec l'idée que une femme, c'était l'égal d'un homme, qu'une femme pouvait absolument faire exactement ce que faisait un homme, qu'une femme pensait comme un homme, qu'une femme était aussi courageuse qu'un homme, en gros, que l'homme et la femme, c'était des êtres interchangeables. En fait, l'histoire de l'humanité nous prouve que c'est le contraire. Tu sais, Thorax, contrairement à ce que tu penses, la femme, à travers l'histoire, a été l'être le plus privilégié de l'histoire de l'humanité. Privilégié, le plus protégé, le plus choyé qui existe. Tu sais pourquoi, Thorax ? Parce que c'est quelque chose de naturel. Il faut vraiment essayer de te faire preuve d'imagination et de faire un bond dans le temps. Mais autrefois, la raison pour laquelle la femme, selon les féministes, un homme qui dit une femme, c'est à la maison, c'est à la cuisine, pour une féministe, c'est quelque chose de sexiste. C'est des beaufs qui disent ça. Mais quand tu analyses cette phrase d'un point de vue anthropologique, tu t'aperçois que l'univers de la femme, pourquoi c'est le foyer, pourquoi c'est la cuisine ? Pour des raisons évidentes. En réalité, l'homme, quand il choisissait une femme pour épouse, son but à lui, c'est d'avoir une descendance. C'était comme ça à l'époque. Il n'y a que notre époque où quand on est avec une femme, on pense d'abord à la sauter plutôt que de se marier avec elle avec du respect. Mais les gens de ta génération, malheureusement, ils pensent qu'à ça. Mais autrefois, les vrais hommes, ils choisissaient une femme, ils la gardaient toute la vie et ils avaient des enfants avec. Je sais, c'est de la science-fiction, c'est des trucs que tu n'as pas entendu à la télévision, mais je te jure que ça existait. Et autrefois, quand un homme mettait enceinte son épouse, eh bien, la période où la femme était enceinte, c'était une période qui était délicate. C'était dangereux pour elle, c'était dangereux pour l'enfant. Donc, la femme, elle devait être protégée. Tu sais ce qu'il faisait, l'homme ? Il allait se casser le cul, aller couper du bois et lui fabriquer une maison pour la tenir au chaud, pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. Et pour qu'elle aussi, quand elle mette ses enfants au monde, qu'elle soit protégée. Parce que le monde extérieur, c'était un monde dangereux. Tu vois, les bêtes sauvages, des bandits de grands chemins. Il fallait protéger sa progéniture, tu vois, comme les animaux y font. Comme le lion, quand il défend ses petits, tu vois, il sort les crocs parce qu'il doit défendre sa descendance. C'est instinctif. La femme, en réalité, son domaine, c'était le monde du foyer, c'était le domaine de la cuisine. Pourquoi ? Parce que la femme, quand elle était justement dans ce foyer que l'homme lui a bâti pour la protéger, quand elle s'occupait de ses enfants, elle passait le plus clair de son temps à l'intérieur de la maison, là où on pouvait les tenir loin du danger. Et pourquoi la cuisine ? Parce qu'elle devait les nourrir, tout simplement. C'est aussi bête que ça, en fait. Mais ce genre d'idée-là, Thorex, c'est tellement éloigné de ta conception moderne de ce qu'est une femme que tu as l'impression que quand on dit qu'une femme, son domaine, c'est le foyer, tu as l'impression que c'est de la science-fiction, que c'est misogyne, alors que pas du tout. L'homme, physiquement, il a une densité musculaire qui est supérieure à celle de la femme. C'est pas pour rien. Pourquoi l'homme, il est plus grand et plus baraqué que la femme ? C'est parce que lui, son rôle, c'est d'être à l'extérieur, c'est de combattre, c'est de protéger, c'est de se casser le dos, à charbonner pour sa famille. Et la femme, elle est un peu plus fragile, un peu plus petite, mais endurante, hein. Elle est très endurante.
Parce que justement, elle, son rôle, c'est l'enfantement, c'est de perpétuer l'espèce. C'est aussi bête que ça. Donc, il n'y a rien de misogyne là-dedans, en fait. Tu peux appeler ça la nature, vu que tu es athée. Moi, j'appelle ça Dieu, parce que c'est Dieu qui a conçu l'être humain comme ça. Mais l'homme et la femme, ils sont complémentaires. Ce ne sont pas des rivaux. Il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. Parce que ça aussi, c'est souvent ce que pensent les jeunes idiots comme Thorax. Ils pensent que quand tu dis qu'une femme, son domaine, c'est le foyer, il a l'impression que la femme, c'est un paillasson, c'est un sous-être. Ben non. Moi, il y a des dizaines de choses que je peux te citer que les femmes font et que je serais incapable de faire. Intellectuellement. Hein. Parce que les femmes ont des compétences que les hommes n'ont pas. Et les hommes ont aussi des compétences que les femmes n'ont pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont complémentaires, qui forment un couple. Parce que l'un apporte à l'autre. C'est magnifique, en fait. C'est beau. Chacun a des aspirations différentes. Et puis, d'un point de vue métaphysique, on te parle toujours du principe masculin actif et du principe féminin passif. Donc, le yin et le yang dans la tradition chinoise. Ouais. Et bon, il y a des rapports où on constate que effectivement l'homme a tendance à être actif et le féminin a tendance à être passif. Pour dire ça poliment. Bien sûr. Oui. Non, mais aujourd'hui, si tu veux, on a atteint un tel stade de folie chez nous qu'on veut te mettre un congé paternité qui serait l'égal du congé maternité. Je suis désolé. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais à un moment, si tu veux, moi, je peux appuyer sur ma poitrine tant que je veux. Je pourrais jamais donner ça à mon gosse, tu vois. Ou du moins, ce sera pas très utile. Voilà, à un moment, faut comprendre que on n'est pas fait de la même manière, quoi. Et pour compléter ce que tu as dit, Sultan, et un jour, tu as le grand capital qui est passé par là, qui a dit non, bon, ça suffit. La femme, comme l'homme, on va la faire travailler. Ça va nous faire ramener des pépettes en plus. Hein, on va jouer sur son sentimentalisme, sur le fait qu'elle puisse être l'égale de l'homme. Et puis bon, après t'as ce gars-là, Thorax, non pas Rotrax, Thorax, j'ai bien dit, qui effectivement, malheureusement, comme tu dis, élevé par la télé et par l'humanisme et par la bien-pensance. Voilà, on en arrive à ce genre de choses, malheureusement, incapable de faire la part des choses. C'est devenu malheureux, quoi. C'est devenu malheureux. Non, mais après, si tu veux, moi j'attends d'entendre ses arguments. Moi, il n'y a pas de souci s'il veut venir discuter. Mais voilà. Enfin bon, mais le pire, pour en revenir à ce que tu disais, c'est que l'arrivée des femmes sur le marché du travail a été une catastrophe parce que ça a multiplié par deux. Alors, si tu veux, dans un premier temps, comme on avait besoin de main-d'œuvre dans les usines, parce que c'était après la guerre, ça a été, si tu veux, tu avais assez de travail pour tout le monde. Mais après, tu t'es retrouvé avec beaucoup plus de gens sur le marché du travail. Du coup, les salaires se sont cassés la figure. Oui, on se retrouve dans le paradoxe où, autrefois, tu n'avais que l'homme qui travaillait. Et avec un salaire, il faisait vivre sa famille. Exactement. Mais la famille vivait. Et c'était souvent des familles nombreuses. C'était des familles où tu avais 10, 12 gosses. Hein. Et aujourd'hui, le père et la mère travaillent tous les deux. Et ils ont 1 ou 2 gosses. Et ils ont du mal à s'en sortir, tu vois. On se retrouve dans une situation où avec 2 salaires même c'est compliqué si tu veux. Si jamais c'est 2 SMIC, que tu n'as qu'un seul enfant, tu peux t'en sortir, mais il faut pas espérer lui payer une école d'ingénieur à 8 000 € l'année, quoi. C'est ça. Et surtout pendant ce temps-là, les 2 parents travaillent, les enfants sont délaissés, c'est l'éducation nationale qui non pas instruit tes enfants, mais éduque tes enfants, et ensuite ça passe par la télé aussi, voilà. Effectivement. Et le délaissement des parents par rapport à cela sur l'éducation des enfants. C'est ça. Et l'éducation nationale, elle fait des thorax. Par contre, j'aimerais bien corriger une petite erreur là. C'est Sultan qui a parlé de sexisme par rapport aux féministes quand tu disais que la femme n'était pas l'égale de l'homme, tout ça. Moi, je vais aller plus loin, Sultan. C'est du shirk pour eux, c'est du shirk. Ah ouais, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Et en plus, le dalil qui te sort à chaque fois que tu dis ça, ils te disent derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et là c'est Brolandas, tout ce que tu veux. C'est ça, Ken Flush. Effectivement. Alors que si tu veux, dès le moment où on te dit la femme et l'homme sont égaux, tu sais qu'il y a un problème parce qu'on peut pas dire de 2 choses différentes qu'elles sont égales. On peut pas dire que le coup est l'égal de la carotte, donc déjà il y a un problème si tu veux. Exactement. Alors l'idée même, il y a un problème. Et vous savez, même en psychologie, il y a des ouvrages d'ailleurs qui ont été écrits là-dessus. Même la psyché de la femme n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la psyché de l'homme. On sait qu'une femme, quand on lui expose une problématique, elle va le résoudre à sa manière et à une manière dont même l'homme ne penserait pas.
Et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, parce que c'est aussi comme ça qu'un homme il se sort de certaines galères. Hein. C'est parce qu'il est conseillé par son épouse, que l'homme aussi peut conseiller sa femme en voyant un problème sous un angle différent. Oui, quand la psyché est aussi différente, oui, on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Ça, c'est une C'est évidence. une complémentarité. Et, enfin bon, quand tu regardes même les textes chez nous, tu constates que les hommes demandaient à leurs femmes, hein, que ce soit Khalid ibn al-Walid, quand il a demandé à sa femme s'il devait accepter l'offre de Omar de démissionner de son grade de général, ou même Omar ibn Khattab, rahimahullah, quand il voulait instaurer un plafond maximum pour les dots, ils ont tous fini par écouter leurs femmes, si tu veux. Des femmes. Oui, oui. Oui, oui, c'est-à-dire que ça, nous, on ne nie pas qu'à travers l'histoire, il y a des hommes qui ont tenu des propos absolument débiles, ignobles sur la nature des femmes. T'as certains hommes qui considéraient que les femmes étaient en Occident pendant très longtemps. On s'est demandé d'un point de vue religieux si l'âme de la femme était exactement comme celle de l'homme, si elle était inférieure, si elle était. Il y avait beaucoup d'idées comme ça un peu fausses, un peu absurdes. Tu parlais de la psyché des femmes, mais pendant très longtemps, on a pensé que l'hystérie, c'était une maladie uniquement féminine, parce qu'effectivement, dans les asiles de fou, tu avais infiniment plus de femmes qui étaient hystériques que d'hommes. Enfin bon, puis il y a d'autres trucs. Par exemple, moi, tu vois, je travaille sur des pacemakers. Ben, j'ai appris que les femmes ont beaucoup plus de problèmes cardiaques que les hommes. Ouais. J'avais une question aux membres du live et à Sultan. Ouais. Je partage vos avis sur la nouvelle façon de penser que la femme est l'égale de l'homme, qu'elle peut tout faire, etc. Mais ce qui est délicat, c'est qu'on n'a pas été aidé par les avancées au niveau de la technologie, parce que maintenant, il y a beaucoup de métiers, comme l'informatique, par exemple, où tu peux gagner des salaires mirobolants juste en étant assis sur une chaise, et des fois même en faisant pas un truc compliqué. Donc ça devient difficile de convaincre. Même je le vois avec nos épouses, etc. Et tu peux pas lui dire, moi je me casse la tête, elle va te dire, mais toi tu t'assois sur la chaise toute la journée, tu fais que cliquer. Comment vous feriez si vous étiez en face d'une personne avec ces arguments? Pour moi, c'est même pas un argument pour moi. Là, c'est plutôt le corps du métier qui est problématique en soi. Mais peu importe. Une femme moi, j'ai connu des femmes qui étaient des codeuses, qui codaient en HTML5, en CSS, etc. C'était des femmes qui étaient aussi compétentes, voire parfois plus compétentes que certains hommes. L'informatique, c'est vraiment un domaine, c'est vraiment le genre de domaine neutre, hein, où vraiment, il n'y a pas vraiment Non, là, ça fait vraiment partie des tafs un peu neutres. Par exemple, dans la législation, pour le coup, Hamza, en France, en logistique ou dans la manutention, ça c'est dans le code du travail, une femme ne peut pas porter une charge supérieure à 20 kg. Par contre, un homme, lui, peut prendre des charges supérieures même à 50 kg, enfin au moins à 50 kg. C'est-à-dire que même d'un point de vue du code du travail, une femme dans le domaine de la manutention, on prend en compte ses spécificités physiques, sa nature. Elle ne peut pas prendre plus de 20 kg parce qu'on sait qu'au-dessus, ça pourrait lui péter les côtes, lui péter la colonne vertébrale, etc. Elle est beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible, moins forte physiquement que l'homme. Tu veux. Et l'homme, lui, dans la loi, c'est aussi stipulé que lui peut prendre une charge beaucoup plus lourde à la main parce qu'il est plus baraqué, tu vois. Ça, par contre, ce sont des métiers qui peuvent différencier les hommes et les femmes. Il y a des métiers, je sais pas, moi, je pense qu'il y a vraiment des métiers neutres pour hommes et femmes. Vraiment, l'homme et la femme sont interchangeables. Il y en a d'autres, pas du tout. Par exemple, un métier où les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables, c'est dans le domaine de l'armée, de la sécurité, ce genre de métier. On sait qu'une femme, elle tient pas la route à l'armée sur le long terme. On a vu un cas en France, par exemple, c'était il y a quelques années, il y avait deux femmes flics qui ont voulu appréhender un homme qui faisait, je sais pas, 1m90. Le mec, c'était un Golgoth, c'était un géant. Le mec, il a réussi à les désarmer, toutes les deux, alors qu'elles étaient armées. Hein. Il a réussi à les désarmer et il les a tuées avec leur propre arme. Elle portait l'uniforme. Elle n'avait aucune chance en réalité, absolument aucune chance. Et tu vois, ce cas-là, je vais le donner juste après ce cas-là, ça prouve évidemment que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme. Dans une situation où il y a un combat, il y a un danger physique, l'homme et la femme, enfin, c'est évident, quoi. Pour pas dire
99 fois sur 100, c'est la femme qui se fait dézinguer. Raison pour laquelle on ne fait jamais de match de boxe mixte. Ça n'existe pas. Parce que ça va pas se solder par des chaos, ça va se solder par des morts. C'est un homme qui tape une femme, il la tue, quoi. C'est évident. Dans la loi française aujourd'hui, une femme flic n'a pas le droit d'être toute seule sans un collègue masculin. Oui, peut-être. D'accord. Oui. Parce que on constate que avoir un mâle dans l'équipe, ça apaise, tu vois. Si une femme toute seule, elle se fait pas respecter, en fait. Voilà. Mais après, tu parlais de l'informatique, parce que moi, je suis un peu plus sceptique que toi, parce qu'il y a quand même des questions de tournure mentale, etc., où effectivement, peut-être que les femmes sont moins douées pour les métiers de l'informatique, de manière globale, si tu veux. Ça veut pas dire que tu peux avoir des exceptions, mais surtout, je pense que ça les intéresse moins, simplement. Comme tout à l'heure, je parlais en Norvège, où tu as 90% des ingénieurs qui sont des hommes et 90% des infirmières qui sont des femmes, alors qu'ils ont une politique d'égalité des sexes très affirmée depuis très longtemps. Voilà, je pense que surtout, ça leur plaît moins, si tu veux, ça les attire moins. C'est ça. Ouais, ça c'est clair, ça. Tout à l'heure, on parlait du des féministes. Tu noteras que les féministes veulent toujours la parité dans les métiers politiques, etc. En revanche, pour les métiers comme éboueur, là, il n'y a personne qui réclame la parité, tu vois. Ouais, ça c'est clair, ouais. Et puis de toute façon, on voit bien l'hypocrisie. Enfin, là, en France et dans le monde occidental, hein, on parle d'égalité homme-femme. À partir des postes de cadre, tu vois la différence de salaire versée entre un homme et une femme. Et puis c'est eux qui ensuite viennent te parler d'égalité et autres, et nous pointer du doigt, nous, quand on veut faire comprendre qu'il n'existe pas d'égalité. Mais même eux concrètement, sur certains postes, je dirais, encore une fois, à partir du niveau cadre, tu vois très bien la différence de salaire qu'il peut y avoir entre un homme et une femme pour le même poste. Donc voilà, enfin tout est dit, quoi. Il y a juste à ouvrir les yeux. Enfin, alors faut qu'ils arrêtent d'être hypocrites à ce niveau-là, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes flics, quand elles sont justement en groupe dont tu parlais, Rotrax, elles se sentent en confiance, elles se sentent vraiment en confiance, et elles vont jusqu'à même singer les hommes. Les femmes flics, enfin même les femmes qui sont à l'armée, on dirait que volontairement elles essaient de simuler une voix grave d'homme, comme si elles allaient être prises au sérieux ou que les gens allaient avoir peur d'elles, je sais pas quoi. Elles ont une démarche très masculine, exactement. Elles essayent d'atténuer leur féminité, elles ressemblent à des hommes, et à la fin ça leur joue des tours, parce que quand une femme s'amuse à se prendre pour un homme et que au moment où il y a un conflit, elle montre une image masculine, c'est très dangereux pour elle, parce que autant un homme, instinctivement, s'il sait que c'est une femme, il va essayer de retenir ses coups, vraiment. Mais si c'est une femme qui se prend pour un homme et qui veut vraiment jouer la dure, ça peut que se solder par un homicide après. Hein. C'est très dangereux, extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les séries américaines, je ne sais pas si vous l'avez tous déjà vu, Desperate Housewives, toutes ces séries à la con, on a construit une femme, c'était la femme fatale, vous savez, la femme un peu castratrice qui domine les hommes, qui les met à l'amende, qui leur met toujours un coup entre les deux jambes là pour lui montrer que c'est elle qui domine et qu'elle se laisse pas faire. On sait que dans la vie de tous les jours, ça n'existe pas une femme comme ça. On a donné l'exemple aux femmes d'être l'égal de l'homme, même sur le plan physique. Alors c'est très dangereux de montrer les femmes sous ce jour-là qui n'existe pas, c'est de la science-fiction. Oui, tout à fait. Bah tiens, en parlant de ça, ça me fait marrer parce que tu sais que maintenant, ils t'expliquent tout par la sociologie. Ils t'expliquent qu'en fait, les hommes coupent la parole des femmes, mais c'est une question de sociologie, c'est parce qu'on leur a appris à dominer les femmes, etc. Mais il y a des questions de biologie aussi, c'est que l'homme, il a de la testostérone, hein, et la testostérone, bah ouais, ça rend plus agressif, etc., etc., ça développe la musculature. Enfin bon, ces gens sont dans une négation de tout ce qui peut être une explication biologique et autres. Non, faut que ce soit uniquement social, uniquement culturel, si tu veux, parce que sinon, forcément, leur idéal, il s'écroule tout seul. C'est ça. Non, en fait, tu disais, c'était Sultan qui disait que, en gros, quand tu regardes. Oui. Regarde ce que tu as en tête, Mano, je lis la définition. Vas-y, ça marche. Macho, gros con pitoyable, dont on dit depuis 30 ans tout le mal possible, mais aussi mâle pudique à l'ancienne, qui respectait sa mère, protégeait sa femme et se sentait responsable de ses enfants, soit le contraire de la demi-fiotte actuelle, si fragile et toujours à sa propre écoute, dont les femmes avouent avoir de plus en plus de mal à se satisfaire. Tu vois, c'est là où...
il est où la chose fausse ici? Tout est vrai. Je veux dire, Non, c'est pas tout est vrai. En gros, il est en train de dire qu'il y a qu'une seule que soit c'est noir, soit c'est blanc. En gros, c'est soit t'es macho et donc du coup tu vas défendre ta famille, etc. Mais par contre, si t'es pas macho, et bah ta famille t'en a rien à foutre. En gros, c'est un peu ça qu'il dit. Non, c'est pas ça du tout ce qu'il dit. Non. C'est D'accord, pas il du tout dit ça. quoi là? Il dit que le terme macho, en réalité, c'est un terme qui servait à insulter les gens. Ah, toi, t'es macho, t'es un beauf, t'es machin. Lui dit en fait que pendant 30 ans, ce mot, il a été utilisé comme insulte, mais il dit qu'en réalité, le macho, c'est celui qui était un vrai père de famille, qui s'occupait de ses enfants, qui était viril, etc., qui était Oui, mais ça, responsable. c'est ce qu'il dit, ça. Est-ce que c'est vraiment la définition du mot macho? Oui. Mais, oh là là. Tu sais ce que ça veut dire macho étymologiquement? Macho, d'où ça Non, vient? je sais pas ce que ça veut dire. À vérifier, tu verras ce que ça veut dire. Oui, il donne la parfaite définition du mot, ce qu'il veut Je sais dire. pas, moi quand macho, première définition, premier degré, c'est homme qui prétend faire sentir aux femmes sa supériorité mâle. C'est un peu ça. Non, mais ça, c'est la définition du beauf, malheureusement. Et malheureusement, je pense que c'est parce que, en fait, c'est ce qu'il dit au début de la définition. Il dit gros pitoyable dont on a dit depuis 30 ans tout le mal possible. Et en fait, toi, tu as gardé cette définition du macho dans ta tête parce que tu l'as pris avec la télévision. Mais moi, je regarde pas la télé, hein, je te dis tout de suite. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, c'est vrai. Bref, après, t'es idéologiquement très, très orienté. Je te jure, tous les stéréotypes du monde, en tout cas de ce qui sort de ta bouche, tu le ressors de la télévision. Ça, c'est parce que je suis pas croyant. Ah bah peut-être, c'est peut-être. Je pense que c'est ça. Mais bref, non, mais je voulais juste revenir au point où tu disais, par exemple, oui, si tu regardes l'histoire, 99% des hommes, c'est ceux qui ont marqué l'histoire. T'as complètement raison. Hein. Napoléon, Hannibal, César, bon bref, on va pas tous les citer, mais c'est ça. Et Mahomet aussi, hein, marqué l'histoire. Et donc en gros, oui, mais en fait, bien sûr, parce que en gros, là, à l'époque, on ne laissait pas les femmes, ils n'avaient pas le droit à l'éducation, etc., etc. En fait, c'est vrai. Si. Tu vois en France. Mano, tout à l'heure, j'ai essayé de t'expliquer un truc. Les femmes, c'est pas qu'on les laissait pas, ça veut rien dire, on les laissait pas. En réalité, leur condition de femme ne tendait même pas vers le fait du fait d'armes, etc. La femme, elle est sur terre, Mano, faut que tu te le rentres dans la tête. Et je sais qu'on t'a désinformé pendant des années là-dessus. Mais la femme, elle est programmée, c'est comme ça, elle est programmée pour un but, et un magnifique but dans la vie, c'est de porter des enfants. C'est ça qui est faux. Mano, pourquoi il y a eu, à travers l'histoire, il y a eu de grandes femmes guerrières, ça a déjà existé, il y en a très peu, on peut les compter sur le doigt d'une main, il y a eu de grandes femmes guerrières, mais pourquoi il n'y a pas eu autant de femmes guerrières que d'hommes guerriers qui ont marqué l'histoire? Mais tout simplement parce qu'une femme, tous les mois, elle a une période où elle est totalement indisposée. Physiquement, elle est abattue, elle a mal, elle est, etc. Les menstrues d'une femme, c'est un handicap sur le champ de bataille. C'est con, hein? Mais son propre corps lui dit, écoutez, tu sais, avoir des règles, c'est un rappel, hein, c'est une alarme biologique qui te dit, fais des gosses, fais des gosses, fais des gosses. Eh bien, même sur un champ de bataille, une femme, elle se tord de douleur quand elle a ses règles parce que son propre corps lui dit, tu n'as rien à faire sur le champ de bataille, toi, tu dois faire des enfants. Non, mais ça, c'est ton interprétation, en fait. Mais ça, c'est parce que tu dis que je suis endoctriné. Mais c'est pas. La biologie, c'est l'interprétation maintenant, c'est ça. En fait, déjà, je vais t'expliquer, la guerre, c'est pas naturel, tout simplement. Genre, t'es en train de me dire que la femme, elle doit être au foyer et tout, mais la guerre, c'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. La guerre, c'est pas naturel. La guerre, c'est pas naturel, les gars. Vouloir buter les mêmes congénères, c'est pas naturel. Je te dis tout de suite. Évidemment que si. Non. Mais tout le monde le fait. Les fourmis le font. Si tout le monde le fait, bah ok, si tout le monde se met une pub dans le cul, tu vas trouver ça normal, gros. Les Ariens, les Ariens qui défonçaient tous les juifs, c'est normal. Les gars, vous êtes chiants. La parole, c'est chiant. Mano, personne ici n'a parlé de la guerre, c'est naturel ou pas. C'est même pas le sujet. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'homme, dans sa nature, dans sa constitution. Non, mais écoute. Parce que déjà, honnêtement, t'es pas très malin, donc si en plus t'écoutes pas ce qu'on dit, ça va être compliqué. L'homme, dans sa nature, sa constitution, on est bien d'accord, Mano, t'as dû le voir. L'homme, naturellement, il est plus grand et plus baraqué qu'une femme. Oui, et alors? Bon, sa constitution physique, elle est plus adaptée au combat, à la défense, à la chasse, etc. Oui. Plutôt qu'une femme. Mais aujourd'hui, par exemple, qui va gagner plus d'argent ou qui va faire vivre sa famille plus facilement? C'est le mec qui aura des gros bras ou ça va être la personne qui va être la plus intelligente? Tout dépend, qui ne nécessite pas les bras, hein, d'ailleurs. Tout dépend du métier. Mais on met un constat tout de suite. Aujourd'hui, qui va faire développer la famille?
Mano, va regarder le salaire des mecs qui posent des pipelines, tu sais, les gros tunnels pour faire transporter du pétrole. Bah, tu verras que les mecs là, bah, c'est des mecs qui bossent aussi dans le physique. Bah, ils sont super bien payés, ça veut rien dire. Oui, du bah, tout. bien sûr. Mais concrètement, Va voir les primes que touchent les constructeurs automobiles chez Lamborghini, tu vas voir les primes qui se payent. Bah, ça veut rien dire ce que tu as dit. Tout dépend du parce que taf. concrètement, Non, les gens qui ramènent plus d'argent, c'est pas ceux qui utilisent leurs bras. Regarde les PDG. Les PDG, ils n'utilisent pas leurs bras. Mais personne n'a dit, mais personne n'a dit ça, tu dis n'importe quoi. Bah non, je vais dans ton sens. Mais T'es en train de me dire que t'es en train de me dire que la femme, elle est programmée pour faire des enfants parce qu'on vit dans un monde, on va dire, hostile, il faut se défendre, l'homme, il est fort et tout. Moi, je te parle du monde d'aujourd'hui. Elle fait des enfants, point, c'est son monde, c'est tout. Non, mais toi, Mano, toi, t'es parti du fait que depuis l'histoire de l'humanité, il y a eu de la misogynie qui a été faite à l'encontre de la femme. C'est tout. C'est ça que ça dit. Et lui, t'as dit Ça s'est imposé de manière naturellement. Même ça s'est imposé naturellement, j'ai envie de te dire. Ah, alors, Donc, retire le alors, mot c'est pas de la imposé. misogynie. Attends, si c'est naturel, c'est pas de la misogynie, c'est quelque chose qui est naturel. Naturellement, on va dire que la femme, elle a préféré pas se prendre une droite dans la gueule que de respecter. Tu vois ce que je veux dire? Et encore aujourd'hui, ça se passe tous les jours. Elle Bien n'était sûr pas que capable si, d'aller frère. chasser la biche aussi non plus, mon ami. Ça a l'air sympathique, mais là, c'est le moment où j'arrête de discuter parce que ça devient trop débile comme discussion. T'as raison, c'est naturel, pas naturel. La femme, juste mon point de vue, c'est tout. Mais ça veut rien dire. Quand ça veut rien dire, c'est même plus un point de vue, c'est juste. Ah, mais ça veut rien dire parce que c'est pas dans ton sens. Non, mais Pardon. Non, mais tu parlais de qui va avoir le plus facile à ramener de l'argent aujourd'hui. Mais la question, c'est pas aujourd'hui. La question, c'est comment la femme, elle est biologiquement. D'accord? L'être humain, il n'a pas changé biologiquement depuis la révolution industrielle. C'est... Oui, mais et alors qu'elle fasse des enfants, elle peut pas aller bosser, genre? Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas le fait parce que quand tu fais un enfant, il y a l'homme et la femme. Ok, la femme elle porte l'enfant, mais enfin, bref. Mano, est-ce que tu as déjà vu, Mano, des parents, des femmes qui laissent leurs enfants à la crèche? Est-ce que tu as déjà vu une scène comme ça? Bah, moi, je pense que j'étais laissé à la crèche, oui. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu, parce qu'étant petit, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais quand tu es plus grand, est-ce que tu as déjà vu ce genre de scène? Une mère qui laisse son enfant à la crèche? Bah oui, je pense, oui. Ouais, Bah, la crèche, j'étais extrêmement petit aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de te dire. Donc, tu n'as pas beaucoup de souvenirs. Je te parle de tes yeux vus, des personnes qui ont laissé des enfants. Oui. Bah, oui. Adulte, je veux dire, toi, adulte, est-ce que tu as déjà vu la scène? Oui. Bah, j'ai des amis qui ont des enfants et qui déposent leur... C'est un déchirement total. L'enfant, et d'ailleurs, il y a même des pédopsychiatres qui ont expliqué la chose. Un enfant, il a besoin de sa mère jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je crois. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, un enfant, il devient un peu autonome sans sa mère à l'âge de 6-7 ans. Avant, quand on retire un enfant à sa mère, pour lui, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Il comprend pas. Il comprend pas qu'on puisse le laisser aux mains d'inconnus, qu'il puisse l'élever sans sa mère et sa mère la voir partir. Pour lui, c'est du délire total. Toi, t'as été laissé à la crèche ou t'as vécu pendant longtemps, jusqu'à tes 6 ans? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une génération d'enfants qui ont été abandonnés, pas laissés à la crèche, abandonnés à la crèche. On voit carrément des générations d'enfants qui n'ont quasiment pas vu leurs parents tellement ils bossaient. Très souvent, malheureusement, c'est des gens qui ont un gros problème pour se sociabiliser. C'est des gens qui sont bourrés de complexes vis-à-vis des autres, qu'on la trouille d'aller vers les gens, parce que c'est un traumatisme. Il y a quelque chose, si tu veux, de pas naturel dans cette organisation du monde. Avant, le monde, il est organisé de manière biologique. Aujourd'hui, il est organisé de manière mécanique. Une femme qui abandonne son enfant à des inconnus tous les jours dans un endroit totalement inconnu, il n'y a rien de normal, il n'y a rien de vertueux là-dedans. Et ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Concernant l'égalité homme-femme, tu avais quoi à dire? Puisque... Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'égalité homme-femme? Bah, que il devrait y avoir une égalité, tout simplement. Et pourquoi ça? Parce que c'est normal. Par exemple, au niveau du salaire, je trouve qu'elle devrait être payée autant que les hommes. Par exemple. Ça c'est autre chose. Bah, c'est l'égalité homme-femme, ça fait partie du truc. Non, mais compte tenu, par exemple, que la femme, elle, si on revient toujours à un truc que tu as l'air de zapper, c'est que la femme, elle tombe enceinte. Tu l'oublies, en fait, cette donnée à chaque fois, mais il faut que tu l'imbriques dans ta tête. La femme, c'est enceinte aussi. Compte tenu du fait qu'une femme qui est enceinte, il faut aussi compter le fait que quand elle porte un enfant, elle ne travaille pas. Comment tu peux dire qu'elle peut être payée autant que l'homme, alors qu'au niveau même de ses heures, de ses horaires, elle fera toujours moins de travail que l'homme? Et la femme qui a jamais d'enfant? Comment tu peux... Oui, donc là, des cas... Bah oui, mais c'est des cas qui existent.
Donc là, il faut Non, prendre non, des cas minoritaires d'une femme qui veut pas du tout avoir d'enfant. D'accord. Tu vois, non, non, t'es tellement idiot, tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas discuter avec toi. C'est non. C'était bizarre. des Non, mais femmes Mano, tellement aigries qu'elles choisissent de pas du tout avoir d'enfant, et donc ça, pour toi, c'est une donnée. Bah, il y a des gens qui veulent pas d'enfants, c'est normal. Il y en a qui veulent pas. Et donc, en gros, elles vont payer le prix de toutes celles qui ont des enfants de pas avoir un salaire correct. C'est pas normal. On calcule un salaire aussi par le travail fourni. Si en règle générale, les femmes tombent enceintes et prévoient d'être mères, c'est normal qu'en règle générale, le salaire de l'homme soit plus élevé que le salaire de la femme. De manière, en gros, quand je travaillais en entreprise, j'avais discuté avec mon chef, justement, je sais plus c'était quel poste il avait, et on discutait d'égalité homme-femme. Il disait, au niveau des salaires, c'est pas compétence égale, expérience égale, ils sont pas bien payés. On est d'accord, c'est pour ça que je t'ai parlé du travail fourni et du temps. Le travail égal, on est d'accord, mais est-ce que le temps fourni, c'est le Mais même même le temps fourni, ils sont pas payés exactement. C'est idiot, c'est pas du tout, absolument pas. Le fait qu'une femme aujourd'hui, et ça en plus, il y a des études qui ont été faites pour répondre justement à cet argument à la con, c'est que le temps de travail des femmes n'est pas le même que celui des hommes. Ah oui. Bah oui. Encore une fois, Je suis pas d'accord avec toi, frère. Et on s'en fout. C'est la femme, elle a un utérus, elle a des enfants, elle Tu vois, porte regarde. et donc elle est obligée de s'arrêter de travailler. Ton avis, on s'en tape, ce sont des faits. Non, ça c'est tes faits, c'est pas les faits. non, mais Mano, les études que tu cites, les études sur les différents hommes-femmes, qui prennent pas en compte le fait que les femmes aient des gosses. C'est tout. J'entends pas vous parler à plusieurs, excusez-moi. Non, j'allais dire, j'ai été sympa avec toi, mais je vais te demander de partir parce que franchement, t'es fatigant. T'es vraiment débile. J'ai pas de temps. C'est bizarre. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise oui, t'as raison, tu veux que je te dise que oui, t'as raison tout le temps? C'est bizarre. Quand c'est des faits, c'est des faits. Enfin, le mec, il nie même des faits. On peut même Regarde. Donc, je vais te demander de partir. Je suis sympa, pars dignement parce que j'ai pas le temps de parler de débile. Allez, salut. Les odeurs, je t'ai dit que ça marchait pour attirer. Tu m'as dit non, je te mets une preuve. Tu me dis je veux pas la lire parce que je m'en fous et tout. Et après, t'es bizarre. Enfin, bref. Ouais. Salut, Mano. Allez, au revoir tout le monde. Mon Dieu. Comprenez maintenant pourquoi chez Lixon, j'évite de prendre des cassos. Malheureusement, c'est. Le pire, c'est que le travail d'une femme dans une entreprise, c'est pas le même que celui d'un homme. On parle pas de compétences. Le temps de travail. Je crois que c'est dans les sociétés où tu dois porter des charges lourdes. Selon la loi, les femmes doivent porter une charge moins lourde que les hommes. Oui. En logistique, par exemple, si tu as un quota de colis à faire, genre 1500 pour les hommes, les femmes, ça sera 1200. Exactement. Non, mais pour revenir à ce qu'il disait, en fait, les études sur les différences de salaire hommes-femmes, ils te disent à compétences égales, sauf qu'en fait, ils prennent le nombre d'années d'expérience sans prendre en compte les congés maternité dedans. C'est comme ça que tu arrives à des écarts de salaire de 13%, alors qu'en réalité, si tu prends en compte le fait que les femmes ont des congés maternité, tu arrives à un écart de salaire qui est peut-être de 3%, ce qui, vu la marge d'erreur de ce genre d'études, est dans la marge d'erreur, si tu veux.